Entre vieilles rancœurs et rivalités, l'Algérie et le Maroc traversent une nouvelle crise. Et cette fois, Alger a décidé de couper officiellement les ponts avec son voisin. L'Algérie refuse de se soumettre à des comportements inacceptables et à des actions qu'elle condamne fermement. Derrière cette rupture entre Alger et Rabat, une multitude de tensions ravivées ces dernières semaines par les gigantesques incendies qui ont meurtri le nord de l'Algérie, notamment la Kabylie. On est seul. On n'a pas vu le gouvernement ici. On n'a pas d'aide de l'État. Affaibli, critiqué pour sa gestion des incendies, le pouvoir algérien a contre-attaqué en accusant des séparatistes kabyles, soutenus par le Maroc, d'avoir déclenché les feux de forêt. La Kabylie, cette région berbérophone du nord-est algérien, est devenue un nouveau point de friction entre Alger et Rabat. À l'ONU cet été, un diplomate marocain a même exprimé son soutien au séparatisme kabyle. L'agacement est alors monté d'un cran, d'autant que le Sahara occidental empoisonne déjà les relations des deux voisins depuis des décennies. L'affaire du Sahara occidental apparaît comme une escalade supplémentaire dans ce qu'on peut bien appeler une crise algéro-marocaine. Le Maroc considère ce territoire comme partie intégrante du royaume, alors que sur place, les indépendantistes du Front Polisario sont soutenus par l'Algérie. Le dossier est devenu encore plus explosif depuis que l'ancien président américain Donald Trump a reconnu la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental en échange d'un rapprochement entre le Maroc et Israël. Alors que le pouvoir marocain condamne la décision de l'Algérie de rompre les relations diplomatiques, jusqu'où cette crise peut-elle s'envenimer ? La France, l'ancienne puissance coloniale, peut-elle apaiser les tensions entre les deux frères ennemis du Maghreb ? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons Agnès Levallois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, également vice-présidente de l'IRMO, qui est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Alors selon vous, on n'ira pas jusqu'au conflit armé. Toutefois, l'Algérie est déterminée à montrer qu'elle ne laissera pas faire, et c'est assez sérieux, dites-vous. À vos côtés, Luis Martinez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du Maghreb, vous êtes directeur de recherche à Sciences Po Série. Selon vous, la question d'un conflit entre le Maroc et l'Algérie effraie tout le monde, mais elle se pose, dites-vous, aujourd'hui. On est revenu à la même situation qu'avant 1988, quand les deux pays avaient déjà rompu. Dès lors, tout peut arriver. Et puis, Mustapha Tossa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste, spécialiste du monde arabe. Et selon vous, ces tensions n'iront pas jusqu'à la guerre. Ni l'Algérie, ni le Maroc n'ont intérêt à un conflit armé dans la région. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Anna, et la question en 28 secondes. Oui, la question d'une internaute. Y a-t-il eu des manifestations hostiles dans les deux pays ? Alors, Mustapha Tossa, est-ce que les opinions publiques sont en accord avec leurs dirigeants ? En tout cas, au Maroc, on n'a pas très bien compris la décision des autorités algériennes de rompre les relations diplomatiques. Ça a été perçu comme une escalade supplémentaire. Sur le terrain, en fait, rien n'a changé parce que déjà, les relations entre les deux pays étaient au minimum. Il n'y avait pas d'échange économique, les frontières étaient fermées, il n'y avait pas d'échange de relations diplomatiques. Donc, le fait que le pouvoir algérien ait pris dans ces contextes cette décision lourde de conséquences de rompre les relations diplomatiques a été perçu par l'opinion marocaine comme une escalade supplémentaire, qui ne va pas aller jusqu'à la confrontation militaire parce que personne n'a intérêt à faire la guerre dans cette région. Et on sent très bien que le pouvoir algérien utilise aussi cette carte diplomatique uniquement pour détourner une attention de son opinion propre, parce qu'il y a des problèmes, il y a des faillites économiques et politiques à l'intérieur, et il veut se créer une espèce d'ennemi extérieur, et l'ennemi extérieur, c'est le voisin marocain. Il porte bien, il présente bien, et le régime algérien essaie un petit peu d'investir sur cette image-là. On va en parler de ça dans un instant, mais avant, on va revenir justement sur cette rupture diplomatique qui est apparue après les incendies qui ont ravagé le nord de l'Algérie. Et ça, Guillaume, c'est votre chiffre du jour. Oui, le chiffre du jour, c'est 90 morts, 90 victimes de ces incendies qui ont eu lieu cet été dans le nord de l'Algérie, en particulier en Kabylie. Et les Algériens ont accusé le Maroc d'avoir une responsabilité dans ces incendies pour avoir soutenu les séparatistes kabyles, eux-mêmes accusés d'être des incendiaires. Est-ce que, Agnès Levallois, il y a des éléments tangibles qui permettent d'étayer ces accusations ? Moi, je ne les ai pas, les éléments tangibles. Alors peut-être que d'autres autour de ce plateau les ont, mais moi, en tous les cas, je n'ai pas d'éléments qui permettent d'accréditer cette hypothèse. Luis Martinez ? Non, j'en ai pas plus.
Enfin, si on peut continuer. Allez-y. Je pense que ce qui est vraiment important à rappeler, moi, me semble-t-il, c'est que il me semble, vous me direz si je me trompe, mais de mémoire, un document officiel marocain qui appelle à l'autodétermination de la Kabylie en Algérie. C'était 14 juillet, oui. J'ai jamais entendu ça. Imaginez un seul instant que l'Algérie se mette à dire le mouvement de l'autodétermination du RIF est soutenu, c'est-à-dire le RIF marocain de 2016, et on se met à entrer là-dedans. Je pense que ça, c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire, si on a deux pays qui commencent à jouer cette carte-là, c'est-à-dire finalement la carte Amazigh, on avait le conflit du Sahara, il pourrit la situation depuis des décennies, on sait la position marocaine et algérienne, et on sait qu'elle a bloqué la région. Mais par contre, disons, commencer à considérer que ces mouvements Amazighs aurait ou pourrait avoir... Amazigh, rappelez-nous ce que c'est. Amazigh, les populations berbères, en fait. C'est-à-dire, d'un côté, on a les Kabyles, qui seraient, entre guillemets, selon l'Algérie, de par ce document marocain, aujourd'hui soutenu par le Maroc. Mais imaginez un seul instant que demain, on apprend que l'Algérie se mette à dire aux populations du RIF marocains, qui sont eux-mêmes entrés en contestation en 2016, on vient vous soutenir et on est pour votre autodétermination. Oui. Là, on touche réellement à la dimension territoriale de ces deux pays. Et je pense que ce sont des précédents qui peuvent être très dangereux. Beaucoup plus dangereux que la situation actuelle. Je crois qu'il y a une exagération dans l'interprétation de ces propos sur la Kabylie et sur l'autonomie kabyle. Il faut rappeler juste le contexte. Pendant une réunion des pays non alignés, le ministre des Affaires étrangères algérien, alors qu'il n'était pas du tout question de l'affaire du Sahara, a fait un grand discours, logoré verbal, sur l'indépendance du Sahara occidental. Ce à quoi le représentant du Maroc, qui est l'ambassadeur marocain à l'ONU, a répondu sur un coup de sang en disant que si vous êtes tellement attachés au principe de l'autodétermination, il y a des peuples qui sont notamment le peuple kabyle qui mériteraient d'être aussi autonomes. Donc, et les gens ont compris que le Maroc soutient, finance et aide sympathie. Il n'y a aucune preuve que le Maroc soutient le MAC parce qu'il ne reçoit pas sa direction. Le MAC, alors on rappelle juste, la Kabylie, donc c'est cette région qui est au nord-est de l'Algérie, région berbérophone, dans laquelle il y a un mouvement séparatiste emmené par le MAC, le mouvement d'autodétermination de la Kabylie. Au début, ça s'appelait le mouvement d'autonomie de la Kabylie. Mais avec l'évolution de la crise et les tensions internes en Algérie, ça a évolué vers l'autodétermination. C'est un petit peu le printemps berbère. À un moment donné, dans l'histoire de l'Algérie, il y avait une identité berbère qui commençait à s'imposer au pouvoir central. Il faut dire qu'il n'y a pas que les berbères ne sont pas uniquement en Algérie. Le Maroc est un pays rempli de berbères, au nord, au sud. Donc le principe de la berbérité ou la mazérité n'est pas le monopole des Algériens. Sauf qu'il n'y a pas, et je le répète encore une fois, de preuves matérielles que le Maroc soutient. Alors, le Maroc. On va juste revenir justement, Agnès Falla, sur l'objet aussi de ce débat. On a parlé donc des incendies. Là, il y a cette déclaration qui aurait pu être faite autour du mouvement d'autonomie de la Kabylie. Est-ce que, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Mustapha Tossa, est-ce qu'il y a aussi une volonté du pouvoir algérien qui en ce moment est confronté à une crise économique, la crise du Covid, le mouvement Irak, donc de manifestation, de détourner un moment l'attention? Que ça rentre en considération, c'est tout à fait possible. Mais je crois qu'il faut revenir quand même à l'origine des tensions entre le Maroc et l'Algérie et qui ont été exacerbées ces derniers mois parce qu'il y a quand même différentes raisons. La question du Sahara occidental est une question existentielle pour le Maroc. Alors ça, on va y venir dans un instant. Voilà. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la normalisation des relations entre le Maroc et Israël et la visite récente du ministre des Affaires étrangères israélien à Rabat, qui déclare lors de cette visite que l'Algérie déstabilise la région, a participé de cette inquiétude en Algérie en se disant, mais quand même, comment un ministre israélien des Affaires étrangères peut faire une telle déclaration à Rabat de mettre en cause l'Algérie. Et donc, il y a eu une accumulation d'éléments. Et je crois que le Maroc aujourd'hui se sent quand même assez conforté de par la décision qui avait été prise par Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara. C'est ça, on va alors justement, Agnès et là, c'est un point très important. Eh bien, justement, le point très important, on va l'ouvrir maintenant, si vous voulez bien. Voilà, on va le faire avec vous, Guillaume. Donc, en fait, on parle des accords d'Abraham qui concernent notamment le Maroc, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi les Émirats arabes unis, dans le rétablissement de relations diplomatiques entre ces pays. L'établissement, oui, encore que le Maroc, je crois, avait des relations diplomatiques avec Israël dans le passé. L'établissement, effectivement, pour d'autres pays, de relations diplomatiques avec Israël. Tout ça se fait sous l'égide des Américains, et ça a pour conséquence l'ouverture, c'était il y a quelques jours, d'une représentation diplomatique israélienne au Maroc, à Casablanca, et voici ce qu'en disait le ministre des Affaires étrangères israélien.
Ce processus, connu sous le nom d'accord d'Abraham ou d'accord de normalisation, est passé par une sorte de processus de gradation, a survécu et s'est épanoui après un changement de gouvernement aux États-Unis et en Israël, et s'est avancé vers une sorte de sommet historique avec l'ouverture de l'ambassade aux Émirats il y a quelques mois et l'ouverture des bureaux ici ce matin. Luis Martinez, l'objectif des Américains à travers ces accords était de rompre l'isolement diplomatique d'Israël, mais il y avait une contrepartie, c'est que Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c'est-à-dire cette région qui était sous occupation espagnole et qui ensuite a été revendiquée par le Maroc, mais qui est aussi disputée par un mouvement indépendantiste qu'on appelle le Front Polisario. Est-ce que cette reconnaissance par les États-Unis via Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, c'est un grave revers pour Alger? Oui, d'une certaine manière, c'est la reconnaissance quand même par les États-Unis de fait de la situation de ce territoire dans l'espace marocain. Mais moi, je n'exagère pas le fait que pour l'Algérie, cela serait traduit par une volonté de rompre avec le Maroc ou de devenir un pays paria dans la région. Je crois qu'encore une fois, l'Algérie gère cette incapacité à empêcher le Maroc à annexer légalement finalement ce territoire. Elle n'y est pas parvenue. C'est une grande frustration du côté de l'armée algérienne parce que finalement, ça n'a pas fonctionné. Je rappelle qu'en 1976, c'est le Maroc qui rompt ses relations avec l'Algérie parce que l'Algérie, justement, elle est en situation de ne pas accepter, disons, cette annexion du territoire. Donc c'est une défaite pour l'Algérie, très clairement, mais encore une fois, elle est tout à fait supportable parce que c'était très justement dit. Il y a une indifférence dans la population algérienne sur ces sujets-là. Enfin, l'Algérie n'est pas préoccupée par le Sahara. En revanche, je dirais, l'accumulation, disons, d'événements, et en particulier, moi, me semble-t-il, celui qui est majeur, qui est vraiment pour la première fois, disons, politiser la question des revendications kabyles dans une perspective d'autonomie ou d'autodétermination, ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on sous-estime cela. Vu d'Alger, c'est extrêmement grave. Alors nous, ensuite, on peut dire, c'est pas grave, c'est rien, c'était une petite déclaration, mais je pense que vu d'Alger, c'est très grave. Oui, c'est ça, Agnès Ballois. Oui, pour les Algériens, c'est une question qui est extrêmement sensible et qui vient à la suite, justement, d'autres déclarations et donc de cette montée, finalement, en tension, parce que je crois qu'aussi le Maroc, de par cette décision américaine qui va à l'encontre quand même du droit international. Je rappelle quand même que ce territoire du Sahara occidental, il y a un envoyé spécial de l'ONU, il y a un processus sous l'égide de l'ONU pour tenter de trouver une solution, pour organiser un référendum, et que pour l'instant, rien n'a été fait. Donc cette décision américaine qui va à l'encontre du droit international qui doit gérer cette situation, évidemment, a beaucoup heurté Alger, puisque ça va à l'encontre de ses intérêts, Alger soutenant ce front Polisario. Donc on est dans une tension et le Maroc s'est senti quand même très conforté par cette décision américaine, même si elle va à l'encontre du droit international, et donc qui permet, je crois aussi à Rabat, aujourd'hui d'essayer d'avancer de ces pions, ou en tous les cas de bien montrer que le Maroc entend être la puissance régionale au Maghreb, à un moment où l'Algérie reprend du poil de la bête avec le gouvernement Tebboune après toute la phase de la fin de Bouteflika qui n'était plus en mesure de faire grand-chose. Donc il y a une volonté de retour de l'Algérie sur le devant de la scène avec Lamrana, le ministre des Affaires étrangères, qui revient, qui est quand même un vieux de la vieille de la diplomatie algérienne. Et donc tout ça contribue, je pense, effectivement à cette tension et à cette réaction extrêmement forte de l'Algérie, une surréaction, me semble-t-il, par rapport à ce qui s'est passé. Alors vous le dites depuis le début, ce n'est pas nouveau, ces tensions entre l'Algérie et le Maroc, et on va le vérifier encore avec notre archive du jour qui nous ramène en 1963, en octobre de cette année, débute ce qu'on appelle la guerre des sables, un conflit entre le Maroc et l'Algérie à propos du tracé des frontières post-indépendance. Assi Beïda reste le point névralgique du conflit algéro-marocain. Le point d'eau et la minuscule Palmeraie sont occupés par l'armée royale marocaine qui, sous le commandement du général Driss, affirme avoir nettoyé la région des éléments algériens. Les Marocains ont fait prisonnier 4 officiers égyptiens. Intervention égyptienne, dit Rabat, simple mission d'assistance technique, répond Alger. Mais à la suite de tels incidents, le ton a monté au Maroc. Dans les rues de la Médina de Marrakech, une foule a manifesté contre Ben Bella à l'heure où le roi Hassan déclarait « Le Maroc n'est pas l'agresseur, il est certain de son bon droit ». En écho et dans tous les villages berbères, de nombreux supplétifs s'arment pour combattre. Des formations de Tabor vont aller appuyer l'armée royale en action aux frontières du désert.
Voilà, il y a donc 57 ans, Moustapha Tossa, et on voit que ces règlements de frontières ne sont toujours pas réglés. Sont toujours pas réglés et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Récemment, le roi du Maroc a tendu la main de la réconciliation au président Abdelmajid Tebboune pour venir s'asseoir, se rencontrer là où il veut, quand il veut, pour justement parler de ces problèmes-là. Mais moi, je crois qu'il faut, pour résumer un petit peu la situation, 2 événements expliquent un petit peu le côté enragé de la diplomatie algérienne en ce moment. Le premier, ça a été bien dit, c'est la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara, ce qui, d'une manière ou d'une autre, plie le match une bonne fois pour toutes. Ouais. Ça va prendre un peu quelques temps pour s'adapter au droit international, mais le match est plié sur le plan de la résolution de cette crise. Et le deuxième élément qui fait très très mal aux autorités algériennes, à certains, notamment aux militaires, c'est le fait que le Maroc normalise ses rapports avec Israël. Et ça, ils pensent que avoir des rapports normaux avec Israël proche de l'Algérie est un danger pour les autorités algériennes. Et d'ailleurs, une des déclarations aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères israélien qui dit qu'il a des preuves, il a des documents selon lesquels le régime algérien facilite l'infiltration des Iraniens dans la région. Et quand on sait que les Iraniens, c'est le cauchemar absolu et d'Israël, du Maroc et des pays du Golfe, on voit bien le rapport de force. Mais donc le constat est simple. Au bout de 40 années de conflit, après avoir armé à force de milliards de dollars les séparatistes du Polisario, l'Algérie est incapable d'acheter ou de trouver des canadaires pour éteindre des incendies. Ça, c'est le constat terrible que les Algériens font de leur pays. Alors, on va voir avec vous, Anna, que là, on a vu beaucoup de points de tension. D'un coup, on va en rajouter un nouveau. Voilà. Un autre duel, cette fois-ci économique, est en train de se jouer entre les 2 pays, donc le Maroc et l'Algérie, et pourrait même amplifier les tensions existantes. Il s'agit du gazoduc Maghreb-Europe, exploité depuis 25 ans par la société algérienne Sonatrach et qui relie l'Algérie à l'Espagne en transitant par le Maroc. Sauf que ce contrat arrive à son terme en octobre prochain. Alors, côté marocain, le pays prélève pour sa propre consommation l'équivalent de 800 millions de mètres cubes de gaz par an et ses besoins devraient augmenter puisque le gouvernement mise désormais sur le gaz naturel pour son développement industriel. À cela vient s'ajouter un droit de passage estimé à 200 millions d'euros par an, une somme non négligeable pour le Royaume. Alors il va de soi qu'au Maroc, on souhaite prolonger ce contrat et d'ailleurs l'intention a été réaffirmée publiquement il y a quelques jours. Du côté de l'Algérie, l'enjeu est de conserver sa position de premier fournisseur de gaz pour l'Espagne, avec ou sans le Maroc. Rappelons que l'exportation de gaz constitue plus de 90% de ses ressources en devises étrangères. Alors l'Algérie compte bien sur l'augmentation de la capacité de son autre gazoduc, Medgaz, qui relie directement l'Algérie à l'Espagne par la Méditerranée. Alors Luis Martinez, cette échéance d'octobre pour le renouvellement ou non de ce contrat, est-ce que ça peut avoir un impact dans la diplomatie entre les 2 pays ? C'est surtout la fin d'un symbole. Lorsque ça a été lancé, c'était dans une perspective de construire une relation euro-méditerranéenne. Et à ce moment-là, on parlait du marché énergétique méditerranéen, donc, qui passe d'Alger, arriver au Maroc, aller en Espagne, etc. Si ce n'est pas renouvelé, ce qui semble vraisemblablement le cas, d'après ce qu'on croit lire dans la presse, eh bien, c'est l'idée que finalement, on va avoir une relation plutôt bilatérale. L'Algérie va favoriser directement ses clients, entre guillemets. Et donc, on va bien sûr réduire encore un peu plus les faibles relations qui existent entre le Maroc et l'Algérie. C'est-à-dire que ça ne va qu'accroître la faiblesse de ces échanges, qui est quasiment assez extraordinaire, 2 pays voisins avec une si grande frontière, 2 pays très importants sur le continent qui, en fait, ne se parlaient pas beaucoup, se comprennent très mal. Il faut que, moi j'insiste beaucoup là-dessus, se comprennent très mal. Les Marocains ont beaucoup de préjugés sur l'Algérie, les Algériens en ont autant sur le Maroc. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas d'échange d'étudiants, il n'y a pas d'échange, disons, d'entreprises. On est dans 2 pays qui se tournent le dos complètement et donc alimentent une certaine caricature d'eux-mêmes, d'une certaine manière. L'Algérie avec le Marseille, le Maroc avec les militaires, etc. Et donc là, ce petit gazoduc, c'était d'une certaine manière un petit fil conducteur entre les 2. On va le supprimer, je ne sais pas ce qui va rester, parce que la frontière est fermée, et donc il n'y a plus d'ambassadeurs, donc on ne sait pas ce qui va rester. C'est vrai que le peu qu'il y avait de relations économiques dans le cadre de ce qu'on appelait l'Union du Maghreb arabe, qui était cette institution qui visait à intégrer, à faire de cette région une région intégrée avec les 5 pays du Maghreb, était réduite vraiment à sa plus simple expression. Il restait quelques éléments économiques dont ce gazoduc. Et là, on voit bien que l'Algérie a préparé
autre chose, avec une autre voie, avec ce Medgaz qui part directement en Europe. Et donc, ça ruine les derniers effets, si je puis dire, de ce qu'il y avait de cette coopération économique qui était toujours mise en avant pour dire il faut continuer la relation économique qui va préparer une amélioration à terme des relations politiques et diplomatiques. Moustapha Tossa, est-ce que la France pourrait prendre une initiative pour essayer d'apaiser un peu la situation, ou bien est-ce que son statut d'ancienne puissance coloniale la discrédite en quelque sorte? Non, au contraire, la France est tout à fait dans son rôle de vouloir absolument faire en sorte que ces pays, ses amis, parce que l'Algérie est une amie de la France et le Maroc est un ami de la France, ces amis puissent discuter, puissent négocier, puissent s'entendre. Et normalement, on s'attend normalement, le président Macron, qui adore les prestations diplomatiques à l'international, devrait s'investir sur ce conflit et essayer de faire entendre les deux capitales. Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien, il n'y a aucune initiative. Jusqu'à présent, il y a quelques positions de la France et des pays du Golfe qui tendraient à calmer les esprits et à pousser les protagonistes à baisser un petit peu de tension. Juste sur ce sujet, parce que je vous voyais hocher la tête, Agnès Evalois, ne pas être d'accord justement avec Moustapha. Non, ce que je crois, c'est que la France est très mal placée pour faire quoi que ce soit, puisqu'elle a des relations effectivement compliquées avec l'Algérie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aussi avec le Maroc, même si les relations sont bonnes. On a vu quand même des incidents ces dernières années qui ont émaillé les relations entre Paris et Rabat. Et vous savez que la relation entre Paris et Alger est particulièrement compliquée. Oui. Donc, quoi que fasse la France, ça sera décrié soit à Alger, soit à Rabat. Donc, moi, il me semble que dans ce contexte de crise, la France, en fait, est très mal placée parce que toute déclaration sera mal interprétée d'un côté ou de l'autre, suivant ce qu'elle va dire. D'un autre côté, si la France est mal placée, qui, à votre avis, serait bien placé? L'Europe? Sans la France, ça n'a pas de sens. Un pays arabe ou un pays africain, l'Amérique non plus. Oui. Donc, moi, je crois, contrairement à ce que dit Agnès Evalois, c'est le moment, c'est l'occasion pour Emmanuel Macron de réaliser quelque chose. Depuis son arrivée au pouvoir, on s'attendait à ce qu'il ouvre un chemin mémoriel et une réconciliation mémorielle avec l'Algérie, et on s'attendait à ce qu'il s'intéresse davantage à cette région. Emmanuel Macron est obsédé par la guerre contre le terrorisme dans les pays du Sahel. Il ne veut pas que les soldats français s'investissent davantage dans cette région. Il veut que les armées locales du Sahel et du Maghreb s'investissent aussi. Donc c'est une occasion aussi. C'est une occasion. Voilà, le message est envoyé. Luis Martinez, il y a en France des communautés d'origine algérienne et marocaine importantes. Est-ce qu'elles sont concernées par ces tensions? Est-ce que ça se traduit par des difficultés entre les deux communautés? Enfin, moi, il ne me semble absolument pas. Je crois que vraiment les problèmes entre États algériens et marocains sont vraiment déconnectés des relations interpersonnelles dans les communautés. D'ailleurs, que ce soit en France ou en Afrique du Nord. D'ailleurs, jusqu'à présent, on a même vu, et on l'a rappelé souvent, le Maroc soutenait l'Algérie dans la Coupe d'Afrique. Je pense que du point de vue sociétal, si on le voit comme cela, il n'y a aucune, je dirais, pour l'instant, aucune conflictualité. Maintenant, il est évident que si on se met à politiser en Algérie ou au Maroc des communautés dans chacun des pays respectifs, on va créer les conditions d'une conflictualité au moins symbolique. C'est évident que si demain on entend que l'Algérie se met à encourager les Rifains à se révolter et qu'on entend que le Maroc appuie une autodétermination de la Kabylie, là, j'avoue en toute sincérité, toutes les hypothèses seront sur la table parce que ce sera un scénario assez invraisemblable qui se poserait aujourd'hui dans la région. Et on aura sûrement l'occasion de reparler en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés par 28 minutes ce soir.